pour me présenter un petit peu brièvement, donc je m'appelle Bastien Hubert, je suis le lead de la communauté Green Tech notamment à travers Extia, on porte une offre qui s'appelle Ethics, qui est liée au numérique responsable, où on essaie de mettre en œuvre des démarches pour limiter l'impact environnemental du numérique et faire en sorte que le numérique soit un peu plus durable. Et on a vu ces quelques dernières années effectivement émerger cette tendance, cette lame de fond de l'IA générative qui va pas exactement dans la même direction que celle pour laquelle on essaie de ramer péniblement. Et donc, notamment, on voulait faire cette présentation aujourd'hui pour pouvoir faire un petit peu un panorama global de l'impact de l'IA générative, pour savoir si elle est durable et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'elle le soit si jamais elle ne l'est pas. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà vu sur le blog d'Extia un article sur l'IA est-elle compatible avec nos trajectoires de décarbonation, ce meetup-là est un peu une version longue de ce meetup-là. Donc, on va balayer beaucoup de sujets. Déjà un petit peu définir ce qu'est l'IA ou l'IA générative, pour comprendre un petit peu l'objet de l'étude, comprendre comment est-ce qu'on fait pour calculer l'impact environnemental de cette IA-là et voir qu'aujourd'hui c'est très partiel les données qu'on peut réussir à avoir. Évaluer un petit peu les différences entre les différences d'impact entre les différents types de modèles d'IA, parce que l'IA générative, il y a plein de modèles différents, donc il y en a qui ont plus d'impact que d'autres. On parlera un petit peu des enjeux éthiques liés à l'IA générative, alors pas tous parce que on pourrait en parler pendant des heures et on n'a qu'une petite heure aujourd'hui. Et on va essayer de se quitter sur quand même quelques bons éléments et notamment quelques guides pratiques pour comment essayer d'avoir une IA qui soit plus durable, soit dans notre usage, soit dans la conception d'un modèle d'IA. Pour commencer donc, on va un petit peu parler de qu'est-ce que c'est déjà qu'une IA, qu'est-ce que c'est qu'une IA générative. Alors, aujourd'hui, déjà, quand on parle d'IA, on parle en général de modèles qui sont basés sur un type d'architecture particulier, qui est un petit peu le deep learning, donc les réseaux de neurones profonds. On met un petit peu de côté les autres systèmes, les systèmes experts dont on pouvait parler il y a encore quelques années ou quelques décennies. Et dans ces modèles de deep learning, on va avoir plein de types de classifications qu'on peut trouver. Déjà, on va distinguer les modèles qu'on va appeler d'IA discriminative des modèles d'IA générative. Les modèles d'IA discriminative, c'est des modèles qui vont partir en général d'une information, d'une donnée initiale assez importante, une image, un texte, etc., et qui vont en sortie nous fournir des données assez restreintes. Sur un texte, par exemple, avoir une analyse de sentiments. Est-ce que c'est sur une thématique en particulier? Est-ce que c'est un texte qui est plutôt enjoué, positif, négatif, etc. Et dans ce cas-là, on sera sur des algorithmes qu'on va appeler plutôt de classement. On va également avoir des IA discriminatives qui vont plutôt être sur des algorithmes de régression, c'est-à-dire qu'on va partir toujours d'une donnée en entrée et avoir à la fin un petit peu une valeur entre 0 et 1, par exemple. Donc là, un petit peu des algorithmes de régression. Les algorithmes de vision, par exemple, savoir dans une image qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet, on est plutôt sur l'algorithme de classement. Ces algorithmes-là, pour les entraîner, on a besoin de faire un entraînement qu'on appelle supervisé avec des données qui sont labellisées. Par exemple, sur cette image-là, où est-ce qu'on peut trouver des chaussures, où est-ce qu'on peut trouver des sacs à main, etc. Et donc, c'est là où on va avoir tous les impacts, notamment liés à la labellisation des données. Mais ce n'est pas ce modèle-là dont on parle en général quand on parle d'IA générative. Quand on parle d'IA générative, on parle de différents types de modèles, et notamment des modèles qu'on va appeler les LLM, donc les Large Language Models, et en particulier d'un sous-ensemble spécifique de ces LLM qu'on appelle des architectures basées sur les notions de transformer. ChatGPT, par exemple, GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Le T, c'est pour transformer. C'est un style d'architecture de modèle d'IA qu'on retrouve par ailleurs chez Qwen, qu'on retrouve également chez le Llama de Meta, et qu'on retrouve chez Bloom, qui est un modèle d'IA générative fondé sur un projet Big Science, qui est un modèle plutôt ouvert, et dont on parlera un petit peu, puisque ça fait partie de ces modèles qui communiquent assez clairement sur leur impact environnemental. Donc on a ces modèles-là qu'on peut regrouper un petit peu dans cette catégorie un peu fourre-tout de LLM et ou de modèles de fondation. Le modèle de fondation étant un type de modèle qu'on peut quelque part décliner aussi pour des usages spécifiques. Et ces types de modèles-là, eux, ils reposent sur des entraînements qui sont semi- ou auto-supervisés. C'est-à-dire que dans tous les cas, on a besoin d'énormément de données pour les entraîner, mais toutes les données ne doivent pas être labellisées. Il n'y en a qu'une partie qui peut l'être. Et derrière, on va avoir des modèles qui ont pour le coup des entraînements qui peuvent être non supervisés, c'est-à-dire qu'on a besoin de données, mais on n'a pas besoin de la labelliser. Et dedans, notamment, on va trouver ce qu'on appelle les algorithmes de diffusion, comme Midjourney ou DALL-E. Donc, c'est des algorithmes où, par exemple, on va prendre une image, on va la bruiter, et l'algorithme va savoir débruiter cette image-là pour avoir une image nette à la fin. Et on entraîne quelque part ces algorithmes-là sur des niveaux de bruit différents jusqu'à avoir que du bruit. Et si on couple ça avec des algorithmes un peu de régression de classement,
on se retrouve à pouvoir dire, génère-moi une image d'un mouton à 5 pattes en train de sauter entre différentes exoplanètes, et ça sait nous générer un truc. Donc là, pour le coup, on a des besoins qui sont des données pas forcément labellisées sur plein d'images, mais on a quand même besoin d'avoir effectivement l'information de qu'est-ce qu'il y a dans l'image aussi. Donc on va voir ces différents types de modèles d'IA dont on va un petit peu parler, qu'on va recouper sur l'appellation IA générative. Et dans ces modèles-là, on va encore avoir plein d'autres distinctions. Par exemple, il y a des IA qu'on va appeler multimodales et des IA unimodales. Multimodales, quand on va pouvoir y traiter de l'image, du son, de la vidéo, des fichiers. Par exemple, les dernières versions du ChatGPT sont multimodales, contrairement aux premières versions où on pouvait mettre que du texte. Et forcément, ça va avoir des impacts différents. Et quand on va parler un petit peu d'impact, notamment d'impact environnemental, il va falloir qu'on étudie du coup plein de choses. Notamment, on va devoir évaluer, si on veut être vraiment exhaustif, déjà, sur le modèle de l'IA, comment est-ce qu'on a créé, comment est-ce qu'on a obtenu le jeu de données? Comment est-ce que la donnée a été récupérée? Comment est-ce qu'elle a été mise en qualité? Comment est-ce qu'elle a été labellisée? Quels sont les impacts liés à ça? Parce qu'on a aujourd'hui des personnes dont le métier, quelque part, est de labelliser de la donnée. Un modèle d'IA, par ailleurs, n'est pas généré comme ça automatiquement. C'est un travail itératif. Donc, il y a tout un travail d'expérimentation qui est fait derrière pour réussir à trouver le bon type de modèle, le bon type d'architecture. Donc, tout ce travail d'expérimentation, si possible, il faut également le prendre en compte quand on va évaluer l'impact environnemental d'un modèle d'IA. Une fois qu'on a trouvé le bon type d'architecture, qu'on a fait nos POC, on va vraiment lancer l'entraînement sur le dataset complet. Et là, effectivement, on va avoir quelques semaines en général de travail de puce informatique pour réussir à aboutir à un modèle type GPT-3 qui peut être utilisé. Et l'utilisation, c'est ce qu'on appelle la phase d'inférence, c'est-à-dire vraiment, je fournis un prompt à mon modèle et à la fin, il me sort une donnée super intéressante. Et voilà. Un modèle d'IA, quelque part, ça a ça comme cycle de vie, de la création du jeu de données jusqu'à sa phase vraiment d'utilisation, mais il y a plein de choses qui se passent. Et toutes ces choses qui se passent, elles se passent notamment en interaction avec du matériel, du hardware, notamment des puces informatiques qu'on appelle des GPU, qu'il faut fabriquer. Donc toutes ces puces-là, elles ont plein d'impacts également. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord extraire les matières premières, produire les équipements, construire les data centers dans lesquels ça va pouvoir arriver, acheminer les équipements IT sur le site d'utilisation, utiliser en elles-mêmes ces puces-là, les faire fonctionner avec de l'électricité qui a également un impact carbone forcément pendant un certain temps, et derrière, une fois qu'on les a bien cramés parce qu'on a explosé un petit peu sur leur durée de vie, ou alors parce qu'on les a littéralement cramés parce que ça chauffe beaucoup quand même ces puces-là, ça part soit dans les filières de réutilisation d'équipements, soit en filière normalement de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques, les trois E. Donc si on veut être exhaustif dans la mesure de l'impact environnemental d'IA, il faut qu'on regarde tout ça. Problème, les impacts sur la création de jeux de données, on ne les connaît pas trop. Sur l'expérimentation, personne n'en parle. Sur l'entraînement, on a quelques informations. Sur l'inférence, quelques-unes. Donc ce que je vais pouvoir essayer de montrer sur les prochaines slides, ça va être ces phases-là. Les phases d'entraînement et d'inférence, quel est l'impact qui est lié à ça? Sur notamment la partie d'utilisation des puces et du data center, donc la consommation électrique, et un petit peu également sur la fabrication des puces qui sont liées à ça, ce qu'on appelle l'impact embodied. Pour l'entraînement des modèles déjà et sur l'énergie qui est nécessaire pour entraîner un modèle. On a quelques modèles qui publient plus ou moins leurs impacts. On a Bloom par exemple, donc le projet le grand modèle de langage du projet Big Science qui a un nombre de paramètres assez similaire à celui de GPT-3, on est dans les 175-176 milliards de paramètres pour un modèle, nous dit clairement dans un papier qui a été publié en 2022, on utilise des puces NVIDIA A100 qui ont un TDP de 400 watts, et on a utilisé à peu près 1 million d'heures de GPU. Et donc si on a envie d'avoir l'impact environnemental de ça, c'est très simple. On prend le TDP, donc la puissance électrique nécessaire au fonctionnement de notre puce, parce qu'en général, pendant la phase d'entraînement, ça tourne à 100%, ces machins-là. On le multiplie par le temps d'heures passé à entraîner vraiment notre modèle. On le multiplie par le PUE du data center, c'est-à-dire le ratio quelque part entre l'énergie totale du data center et l'énergie qui est utilisée uniquement pour les serveurs, ce qui nous permet d'inclure également le fait de faire fonctionner l'éclairage, les climatisations, tous les équipements qui font que le data center il marche, les onduleurs, etc. Si on multiplie ces trois choses, on obtient une quantité d'énergie en mégawattheure, donc d'électricité qui a dû être dépensée
pour entraîner notre modèle, la facture EDF, grosso modo. Et si on multiplie ça par le mix électrique, donc c'est-à-dire la quantité de CO2 qui est émise pour 1 kWh, on peut savoir quelque part quelles sont les émissions qui sont liées à ça. Alors pour le modèle de Bloom, c'est plutôt trop transparent. Il y a un super papier qui a été publié qui explique ça très très bien. Et donc ils nous disent à la fin, il y a à peu près 30 tonnes de CO2 qui ont été émises pour l'entraînement de ce modèle-là. 30 tonnes de CO2, c'est déjà pas rien. C'est comme si on était 17 à prendre l'avion pour aller à New York et revenir ici. Donc c'est pas négligeable. Mais c'est beaucoup moins que tous les autres challengers de ce classement-là. GPT-3 en étant le premier. GPT-3, on estime que c'est à peu près 500 tonnes de CO2, 550 tonnes de CO2 qui ont été émises pour l'entraînement de ce modèle-là, alors que c'est à peu près, en termes de taille, un peu un même modèle que Bloom. La différence étant notamment qu'il a été entraîné pendant beaucoup plus longtemps et sur un mix électrique qui est le mix électrique américain de l'époque, qui était beaucoup plus carboné que le mix électrique qu'on a en France. Parce qu'aux États-Unis, on a encore une bonne partie de l'électricité, notamment qui dépend de centrales au gaz. Sur DeepSeek. Alors DeepSeek, tout le monde a dit que c'était une super nouvelle parce que ça nécessite une puissance de calcul bien moindre par rapport à des modèles type GPT. Et effectivement, ils ont un style d'architecture qui est différent, qui font qu'on voit que pour entraîner le modèle DeepSeek V3, qui a un nombre de paramètres largement supérieur à celui de GPT-3, DeepSeek c'est 671 milliards de paramètres, GPT-3 c'est 175. Pour entraîner DeepSeek, on a eu à peu près 2 800 000 heures d'entraînement, alors que pour GPT-3, c'était 3 500 000. Donc, effectivement, on a un modèle qui nécessite moins de temps de calcul, moins de temps d'entraînement sur des puces qui ont une puissance en teraflop qui est inférieure. Sauf que ce n'est pas parce qu'elles ont une puissance en teraflop qui est inférieure qu'elles ont un TDP qui est inférieur. Les puces qui ont été utilisées pour entraîner DeepSeek V3, c'est quand même des puces qui mangent 700 watts de puissance. Et a priori, alors je ne sais pas quel est exactement le PUE du data center dans lequel ça a été utilisé, donc j'ai pris une fourchette qui est entre 1,1 et 1,5. 1,5, c'est un data center un peu bon aujourd'hui. En général, il a un PUE qui est inférieur à ça. 1,1, c'est les meilleurs data centers aujourd'hui qui sont présents, donc bon, c'est une marge qui est raisonnable. Si on prend tout ça, on peut estimer que l'impact de l'entraînement de DeepSeek, c'est entre 1250 et 1700 tonnes de CO2. Donc quasiment 2 à 3 fois l'impact de l'entraînement de ChatGPT-3. Parce que le mix électrique en Chine, il utilise énormément de charbon et que les puces, mine de rien, nécessitent quand même beaucoup d'électricité, même si elles ont une puissance de calcul techniquement qui est inférieure. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est quand même vraiment énorme, mais la palme quelque part du modèle le plus énergivore sur la phase d'entraînement revient au Llama 3 de Google, de Meta, je veux dire. Llama 3, techniquement, c'est deux modèles. C'est un modèle de 8 milliards de paramètres et un modèle de 70 milliards de paramètres. Et leur entraînement combiné a nécessité l'émission de 2290 tonnes de CO2. Donc, c'est comme si on était à peu près 1300 personnes à prendre l'avion pour aller à New York et à revenir. Donc, même si, quelque part, Llama 3, étonnamment, est un modèle qui est pas si gros que ça, c'est-à-dire qu'on a 8 milliards, on a 70 milliards de paramètres versus 600 milliards pour DeepSeek ou 175 milliards pour GPT-3, on a un impact qui est gigantesque parce que l'entraînement a été très long. Et donc, même si on a les data centers de Meta qui sont parmi les plus efficients du monde, avec le mix électrique des États-Unis, ça fait quand même des impacts qui sont vraiment énormes. Et ça n'est que si on prend en compte seulement l'électricité qui a été utilisée pour entraîner ce modèle. Derrière, il faut également prendre en compte le fait que pour entraîner ce modèle, on a dû fabriquer les puces électroniques, les GPU qui ont été nécessaires à l'entraînement de ce modèle-là. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on regarde l'impact d'une puce, donc un GPU, en général c'est à peu près 150 kg de CO2, même si NVIDIA ne joue pas trop le jeu de communiquer ces informations-là, mais on estime que c'est dans cet ordre de grandeur-là. Ces puces-là, on les installe sur des serveurs, donc il faut également qu'on ait l'impact du serveur. On va estimer que c'est à peu près 2,5 tonnes de CO2 pour un serveur. Sur un serveur, on peut mettre 8 puces. En général, on se dit que ces puces-là, ces serveurs, on les fait durer les utilise pendant 6 ans, avec un taux d'utilisation moyenne de 85%. Bref, avec quelques divisions, on réussit à avoir l'impact d'1 heure de temps GPU, c'est-à-dire que faire fonctionner un GPU pendant 1 heure sur un serveur comme ça émet quelque part, ça embarque 0,010 kg de CO2. Sauf que vu qu'on est sur des temps de GPU qui dépassent le million d'heures d'entraînement, et là on peut se dire que pour Bloom, c'est 11 tonnes de CO2 qui sont liées à la fabrication du data center Jean Zay qui sont embarquées dans l'entraînement de ce modèle-là. Et pour ces autres modèles-là, alors là, c'est des extrapolations que j'ai dû réaliser moi-même,
mais on a également des impacts qui sont de l'ordre de la trentaine, voire de 80 tonnes de CO2 pour le lama de Google, de Meta. Donc, on a des impacts qui sont inférieurs à ceux purement liés à la consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement dans du 2290 tonnes de CO2, on est à 70, 80. Mais c'est pas négligeable non plus, et ça vient toujours enrichir quelque part, alourdir le bilan carbone de l'entraînement des modèles. Et ça n'est que pour l'entraînement, parce qu'après, une fois qu'on a entraîné notre modèle, c'est bien mignon, mais il faut également qu'on l'utilise concrètement. Et pour ça, c'est encore plus difficile d'avoir des informations. Alors, on a Facebook qui joue un petit peu le jeu de la transparence, qui a publié notamment un papier dans lequel ils expliquent que, grosso modo, dans les modèles qu'ils utilisent, que ce soit leur modèle de langage qui sert à faire de la traduction ou les modèles de recommandation qui servent à définir un petit peu les fils d'actualité et proposer des services, c'est à peu près 50-50. L'impact de l'inférence, donc de l'utilisation du modèle, c'est à peu près l'impact de son entraînement. Donc, on peut se dire déjà que sur tous les chiffres qu'on a fait précédemment, on peut faire x2 facilement. Mais potentiellement, ça peut être pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un modèle, effectivement, il est entraîné pendant quelques semaines, mais il peut être utilisé pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour un modèle comme ce de ChatGPT. Donc forcément, on va avoir des impacts qui sont liés à la consommation du data center qui vont être énormes et qui vont être liés à la fabrication des puces qui vont être aussi importants. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations chiffrées que ça, donc c'est difficile à donner en ordre de grandeur. Ce qu'on a par contre, et ce qu'on commence à avoir, ça va être des packages applicatifs qu'on peut installer pour estimer un petit peu tout ça. Notamment, on a un package qui s'appelle Code Carbone, qui est un package Python qu'on peut installer, et avec une petite annotation sur un code en Python, comme ça, on peut être en mesure de traquer la consommation GPU, la consommation CPU, la consommation en RAM, liée au fonctionnement de ce bout de code. Et donc derrière, si on connaît la consommation en GPU et qu'on sait quel est le mix électrique qui est utilisé, eh ben on sait traduire ça en émissions de CO2. Et donc notamment, c'est ce qui a été utilisé par Hugging Face, par une équipe de chercheurs de Hugging Face, qui a essayé d'estimer l'impact environnemental, l'impact carbone, de différents types de modèles qui sont populaires parmi la base de Hugging Face. Pour ceux qui ne connaissent pas Hugging Face, c'est un petit peu comme le GitHub du machine learning. C'est vraiment un répertoire de quantité de modèles d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser, etc. Et quand ils ont essayé un petit peu de faire ce travail-là d'estimation, qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Ils ont remarqué que les modèles d'IA discriminatifs dont je parlais un petit peu plus tôt, qui sont des modèles type classification de texte, sont des modèles qui sont finalement assez efficients. Ils émettent quelques grammes de CO2 pour des inférences, mais c'est pas énorme. Par contre, un modèle de diffusion, donc un modèle de génération d'images comme Stable Diffusion XL, ça a un impact carbone qui est 6800 fois supérieur à celui de notre petit modèle de classification. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Et donc aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il n'y a rien de plus énergivore d'un point de vue de l'IA que de générer une image. Et derrière, on trouve quelque part entre les deux un petit peu un plateau avec des notions de génération de texte qui sont de l'ordre de la dizaine quelque part de grammes de CO2. Dites-vous bien ici que l'échelle elle est logarithmique, elle n'est pas linéaire. Hein, donc on a vraiment ici un facteur 6000 entre le plus petit et le plus grand. Donc c'est vraiment colossal. Et quelque part, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que cette étude-là qui a été menée chez Hugging Face, elle ne compte que la consommation énergétique. Elle ne compte pas pour la fabrication des puces également qui ont été utilisées. Donc l'impact est probablement bien supérieur encore à ça. Et forcément, si on se dit qu'on a des impacts énergétiques importants sur le modèle d'IA qu'on fait tourner, eh ben, ça va nécessiter des impacts, des consommations énergétiques en termes de data center qui vont aussi exploser. C'est des choses qu'on voit un petit peu déjà, c'est-à-dire que les émissions de carbone de Facebook, de Microsoft et de Google ont déjà fait plus 30 ou plus 40% depuis 2019 ou 2020, alors qu'ils sont censés être sur des trajectoires de net zéro d'ici à 2050. Donc déjà, on voit qu'on augmente les émissions. Et là, on a un petit graphique de l'Agence internationale de l'énergie qui a publié récemment une étude prospective sur l'impact environnemental, enfin la consommation énergétique des data centers et leur augmentation liée à l'essor notamment de l'IA. Il y a un petit peu des cryptos aussi. Et ce qu'il remarque, c'est que voilà, dans un scénario un petit peu de base, où l'IA serait adoptée comme on imagine aujourd'hui qu'elle peut l'être, on se retrouverait avec des data centers qui consommeraient à peu près l'équivalent de la consommation électrique du Japon.
le Japon étant aujourd'hui le 4e, je crois, pays le plus gros consommateur d'électricité. Donc c'est vraiment colossal. Ça représenterait quelque chose comme effectivement 2-3% de la consommation électrique mondiale. C'est déjà important, rien que pour les data centers. Et plus inquiétant, quelque part, cette hausse-là, elle serait majoritairement portée par les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que les nouvelles capacités de data centers seraient installées majoritairement dans ces pays-là, où le mix électrique est assez carboné, parce que les États-Unis sont champions sur le gaz et la Chine est championne sur le charbon. Donc ces scénarios-là ne sont pas très très réjouissants quelque part d'un point de vue des émissions carbone qui vont être liées à ça. Notamment quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui va vraiment être utilisé effectivement pour faire tourner tout ça. Si on regarde d'ici à 2030, par exemple, ce même rapport-là nous dit que à peu près 40% des capacités électriques supplémentaires nécessaires à l'installation de data centers pour faire tourner de l'IA, 40% de tout ça, ça tournera en fait avec du charbon et du gaz. Donc ça va être encore une fois des émissions de CO2 supplémentaires. Et moi, ce que je trouve peut-être encore plus inquiétant, c'est de se dire que là, ok, on assiste quelque part à un boom de la consommation électrique des data centers qui, sur la dernière décennie, en vérité, avait réussi à être relativement stable. Mais on est dans un contexte où, par ailleurs, tout le monde demande de l'électricité. Parce qu'on a besoin de se décarboner. Et que pour se décarboner, on doit électrifier les usages. Pour décarboner le secteur du transport, il faut qu'on passe plutôt sur la voiture électrique, par exemple, qui a donc besoin d'électricité. Pour décarboner l'industrie lourde, la sidérurgie, par exemple, on a besoin de passer sur d'autres procédés industriels qui ont énormément recours à de l'électricité pour avoir des fours électriques, pour avoir comment est-ce qu'on peut dire ça déjà, du raffinage de minerais avec de l'hydrogène qui aurait été produit par hydrolyse, par exemple. Ça nécessite énormément d'électricité que de faire tout ça. Et donc on est dans un contexte où, pour décarboner, il faut qu'on électrise à fond. Et en plus, on va devoir avoir quelque part ce handicap qui est de dire que il va falloir qu'on installe encore plus de capacité de production d'électricité pour justement faire tourner nos modèles d'IA. Et un beau symbole quelque part de ça, c'est Microsoft qui a racheté le 2e réacteur de la fameuse centrale nucléaire de 3 Mile Island aux États-Unis, qui est une centrale nucléaire très célèbre pour avoir été le lieu du plus gros accident nucléaire civil aux États-Unis de l'histoire, puisque le premier réacteur de 3 Mile Island avait fondu en 1979. Ou en tout cas, il était entré en fusion partielle. Et donc Microsoft, bref, rachète le 2e réacteur qui avait été éteint en 2019 pour le relancer, pour faire tourner ses propres modèles d'IA. Alors autant quand un GAFAM se dit qu'ils vont installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit pour faire tourner leur data center, je peux comprendre. Autant moi j'ai un petit peu plus d'inquiétude quand il s'agit pour eux d'opérer des centrales nucléaires, parce que c'est pas leur métier à la base, ça nécessite quand même une transparence qu'ils ne nous ont pas habitués à avoir. Donc tout ça, quelque part, voilà, c'est les contraintes qu'on va avoir, notamment en termes d'électricité liées à l'essor de l'usage de l'IA. Et il faut rajouter une quantité d'autres choses si on veut être exhaustif sur l'IA. Il faut imaginer toutes les puces électroniques qui vont arriver en fin de vie et qui vont générer autant de déchets électroniques qu'aujourd'hui on ne sait pas recycler. Aujourd'hui, il y a 12 à 15% des déchets électroniques qui sont véritablement recyclés. Le reste par incinération ou des décharges publiques au Ghana où il y a des enfants qui essaient de brûler des trucs pour extraire un petit peu d'or. Et on estime que l'IA pourrait générer 1 à 5 millions de tonnes de déchets d'équipements électroniques supplémentaires d'ici à 2030. Soit presque 8% des déchets liés de manière générale aux technologies de l'information et de la communication. Donc ça reste quand même assez important. Au-delà de ça, il faut également parler de la consommation d'eau. On estime que d'ici à 2027, ça pourrait représenter la consommation d'eau d'à peu près 6 fois le Danemark, ou une demi-fois le Royaume-Uni, si vous préférez, dans une logique où, encore une fois, on a de plus en plus de problèmes d'approvisionnement en eau, notamment liés au réchauffement climatique. Donc on a moins d'eau, mais il va falloir qu'on en extrait beaucoup plus, ou qu'on en capte beaucoup plus, pour réussir à faire tourner les data centers. Sachant que derrière, effectivement, c'est l'eau en général qui part en évaporation et qu'on ne peut pas utiliser en aval pour, par exemple, de l'agriculture, à tout hasard. Et quand on dit tout ça, on n'a pas encore tout dit, parce que des facteurs d'impact, il y en a des dizaines. Et donc il faudrait également qu'on parle de l'épuisement des métaux, qui sont liés à la fabrication des data centers et des puces. Il faudrait qu'on parle des émissions de particules fines, liées à l'extraction des matières premières, parce que les mines sont des activités qui émettent beaucoup de particules fines. On pourrait parler également des radiations ionisantes, qui sont liées également à ces activités-là. Mais on n'a pas de chiffres aujourd'hui. Mais on sait que ça va quand même être assez important.
Donc tout ça, c'est un bilan un petit peu triste de l'impact environnemental de l'IA. Et maintenant, on va parler plutôt de la deuxième partie, qui est plutôt les questionnements éthiques qui sont liés à ces technologies-là. Des questionnements éthiques, il y en a beaucoup, notamment parce que chaque jour, vous le voyez sans doute passer, on a des affaires supplémentaires qui sortent sur l'utilisation de ces technologies-là. On a sur des IA discriminatives des choses qui sont vraiment de l'ordre de la discrimination. Par exemple, le chouchou quand même, c'est Amazon qui avait créé une IA discriminative pour l'aider à trier les CV des candidats et des candidates. Et le CV avait appris qu'il devait mettre de côté en fait les CV des femmes, parce que dans l'informatique, il y a un peu moins de femmes. Donc le modèle avait appris que ça devait être comme ça. Donc il mettait les CV de femmes de côté. On a des personnes qui peuvent être interpellées comme ayant été identifiées comme des potentiels voleurs et voleuses dans des magasins avec des algorithmes d'IA de reconnaissance faciale, parce que, par ailleurs, ils sont racisés et que ces modèles-là, ils ont appris que les personnes racisées auraient plus de chances de commettre des larcins, avec d'énormes guillemets. Donc forcément, ça pose des problèmes. On a bien évidemment tous les problèmes qui sont liés vraiment beaucoup aux IA génératives, notamment au deepfake, au revenge porn, qui peuvent exister. On a des cas d'adolescents qui se sont suicidés après avoir eu des échanges très très longs avec des chatbots. Clairement, le chatbot, à la fin, leur intimait de le faire. Et on a bien évidemment tous les problèmes liés notamment aux questions de droit d'auteur, avec OpenAI par exemple, qui ignore royalement les fichiers robots.txt qui sont censés leur dire de ne pas scraper vos sites web pour entraîner leur modèle. Donc on a aujourd'hui des sites comme Wikipédia qui ont un peu de mal parce qu'ils croulent sous le poids des chatbots qui scrollent leur page pour entraîner leur modèle d'IA. On a par ailleurs vu également que OpenAI s'était entraîné sur des données privées. Par exemple, les livres O'Reilly, qui sont un petit peu célèbres dans le monde du software engineering, ont été utilisés pour entraîner a priori les ChatGPT 4o, etc. Alors que, bien évidemment, O'Reilly n'avait pas donné son accord pour faire ça. Et je ne parle même pas encore des problématiques de travail des personnes qui sont payées pour labelliser quelque part les données qui sont utilisées pour entraîner nos modèles d'IA et d'IA générative, qui sont payées en général quelques centimes de l'heure, ce qui est largement insuffisant quand on voit les quantités d'argent astronomiques qui circulent parmi ces acteurs-là. Mais en tout cas, quand on voit toutes ces affaires-là, on se pose quand même une question, c'est très bien, mais du coup, quand il y a un problème comme ça, quand il y a un problème de discrimination lié à un modèle d'IA, quand il y a un problème d'un adolescent qui se suicide, quand on a un problème de revenge porn, la responsabilité, elle est sur qui? Elle est sur l'entreprise qui a créé le modèle d'IA ou elle est sur la personne qui l'a utilisé? Et là, on a un petit peu chaque acteur qui se renvoie la balle. On a les lobbies quelque part des GAFAM qui disent écoutez, les IA, c'est comme un couteau. Un couteau, on peut l'utiliser pour beurrer une tartine ou pour tuer quelqu'un. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas l'outil en lui-même, mais l'usage qu'on en fait. Et donc, la responsabilité est pleinement vers l'utilisateur. Et à côté de ça, on a des utilisateurs qui, eux, peuvent se sentir un petit peu trompés par les modèles d'IA. On a par exemple un cas un petit peu célèbre qui est apparu au début de ChatGPT, où un jeune avocat avait demandé à ChatGPT de lui écrire une plaidoirie pour défendre un cas. Et bien évidemment, ChatGPT à l'époque avait complètement halluciné une jurisprudence sur laquelle il s'était appuyé pour faire sa plaidoirie. Et donc l'avocat, je crois, a été radié du barreau. Et légitimement, lui pouvait se dire, moi en fait, on m'avait jamais dit que ChatGPT, ça allait me dire n'importe quoi. Alors évidemment, c'était dans son travail aussi que de vérifier que la jurisprudence qu'il citait existait tout de même. Il y a une question d'exigence professionnelle et de déontologie qui vient derrière. Mais on peut aussi comprendre sa remarque, de dire que les IA parfois ne sont pas toujours fiables, on ne nous explique pas vraiment très bien ça, on ne nous explique pas les impacts qu'il y a derrière. Donc l'IA en elle-même, voilà, de quoi est-ce qu'elle peut être vraiment responsable? Et pour essayer un petit peu de guider ça, moi, alors autant l'argument du faussaire peut se discuter parce que on voit très très bien que dans nos métiers, on a tous et toutes une forme de déontologie quand même appliquée, et donc on doit pouvoir vérifier quand même que ce que l'IA nous fournit est crédible ou pas, mais ça on en reparlera, de la notion de crédibilité et d'esprit critique. Mais autant l'argument du couteau qui est utilisé par les défenseurs des GAFAM, lui, il faut en finir avec ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire, et là on va un petit peu parler de philosophie des sciences et des techniques, tout outil déjà embarque une vision normative, c'est-à-dire une vision un petit peu de ce qu'est la société.
de ce que devrait être le commerce, la santé, le soin, l'enseignement, etc. Si on a aujourd'hui des outils comme ChatGPT, c'est parce que derrière, on a une forme quelque part d'organisation économique qui fait que on peut avoir des data centers qui sont construits de cette manière-là, qui ont cette densité énergétique, qui ont des accès à certaines puces, qui ont des accès à de la donnée, qui peuvent s'entraîner dessus. Et donc la question qu'on doit poser derrière, c'est quoi la vision normative du monde qui est embarquée dans ChatGPT? Comment est-ce qu'elle se manifeste dans les usages? Et quelque part, la vision normative du monde qui est embarquée dans ChatGPT, c'est le fait qu'on a une société qui a des rapports de hiérarchie quelque part, de hiérarchie sociale notamment, qui est une société qui est plutôt axée vers la performance, qui a un certain idéal de beauté, c'est-à-dire que si on demande à ChatGPT de générer l'image d'une personne belle, elle va nous générer une image d'une certaine représentation de la beauté, qui est la version un petit peu normée sur laquelle elle a pu s'être entraînée. Et également, c'est l'idée d'une société où tout quelque part n'est que contenu qui peut être ingurgité et régurgité. Il n'y a pas de différence dans ChatGPT entre une œuvre d'art et le dernier article qui a été publié sur Medium. C'est du contenu qui est ingurgité. Donc ça, c'est le premier argument qu'on peut opposer à ceux qui nous disent oui, mais ce n'est qu'un outil et ça dépend de l'usage. Ah non, en fait, ton outil, déjà, il façonne, il embarque déjà une vision du monde. Pour donner un autre contre-exemple par rapport à ça, une ceinture de sécurité, un dos d'âne, ça embarque une vision du monde qui est axée sur la sécurité routière. Ça n'est pas neutre, une ceinture de sécurité ou un dos d'âne. Et derrière, il faut aussi montrer que tout outil encourage une façon de faire. Si on prend l'exemple du couteau, bah, si on est face à un hippopotame sans couteau, c'est clairement un prédateur. Si on a notre couteau, bon, on a peut-être une chance et c'est peut-être plutôt une proie. Donc la question qu'on a derrière, c'est quoi la façon de faire qui est encouragée par l'IA générative? C'est quoi les nouveaux usages qui vont se produire parce qu'on a de l'IA générative? Donc l'IA générative, notamment ChatGPT et consorts, aujourd'hui on les considère un petit peu comme des oracles, quelque part, des entités auxquelles on peut poser tout et n'importe quoi comme question et qui vont nous répondre des choses, avec énormément de certitude, avec vraiment l'assurance de « je sais, voici la réponse ». Ce sont des technologies qui ne mettent pas en avant leur impact environnemental, bien évidemment. Et donc, quelque part, ça nous permet aujourd'hui d'avoir cette forme de gratuité de la création. On peut créer un texte gratuitement, on peut synthétiser un texte gratuitement, on peut créer une image gratuitement, sans aucun effort, avec toutes les dérives que ça va forcément avoir derrière. Donc ça, quelque part, c'est aussi la responsabilité des personnes qui produisent ces IA-là. Et donc là, forcément, bah, une fois qu'on a dit tout ça, on ne peut que constater la réalité. Donc forcément, ça produit des effets de mode de contenu qui sont générés à l'appel. Naturellement, on a eu la tendance des images générées à la Ghibli, qui sont une insulte même à Miyazaki, qui est donc le fondateur du studio Ghibli, qui a toujours dit sa détestation de ce type de système-là, qui par ailleurs produisent des choses qui sont extrêmement standards, extrêmement normées, sans grain particulier, sans la folie vraiment qu'on peut trouver, l'imagination qu'on peut trouver dans les studios Ghibli. On a bien évidemment les starter packs en ce moment, voilà, ça inonde LinkedIn. Et en parlant d'inonder, bah forcément, vu que l'IA a été entraînée sur tout type de contenu, elle sert à générer tout type de contenu. Et donc notamment, on trouve aujourd'hui sur le web quantité d'articles ou de posts sur LinkedIn, etc., qui sont générés par l'intelligence artificielle. Moi, ça m'a handicapé concrètement lorsque j'ai dû préparer cette présentation-là, parce que je suis tombé sur plein d'articles générés par l'intelligence artificielle qui hallucinaient complètement des données. Donc, spécial bonus à cet article-là sur l'impact de l'IA, notamment de DeepSeek, qui avait réussi à halluciner une quantité d'énergie produite pour l'entraînement du modèle, un PIE du data center et plein de choses. Tout était faux, c'était très convaincant, et je m'en suis rendu compte qu'à la toute fin, quand c'était écrit, cet article a été généré par l'IA et qu'il n'y avait aucune source. Donc vraiment super. Alors là, je parle un petit peu aussi des articles sur Medium, mais on peut retrouver bien évidemment la même chose, notamment en termes de vidéos et d'audio sur YouTube. Aujourd'hui, on a des plateformes d'intelligence artificielle qui permettent de produire de la vidéo, de produire de l'image, et de produire du son, les Sora AI, etc., par exemple. Et donc, pour toutes celles et ceux qui aiment bien travailler en musique avec des chaînes comme Lo-Fi Girl, et ben, on se retrouve aujourd'hui à être noyé dans des chaînes de Lo-Fi qui sont générées par l'intelligence artificielle, avec des personnes qui n'ont jamais touché au moindre instrument de leur vie, qui ont fait un super prompt et qui se sont dit, je vais mettre ça sur YouTube, et avec un peu de chance, ça va faire des vues, avec un peu de chance, je vais avoir quelques revenus publicitaires liés à ça. Bravo. Et donc forcément, derrière, ça vient aussi avec cette idée un petit peu de nouvelles formes d'expertise qui arrivent autour de l'IA. Là, j'ai pris l'exemple du post sur Twitter X du vibe coding,
qui est vraiment l'exemple, je pense, le plus caricatural qu'on puisse trouver, de se dire que n'importe qui aujourd'hui peut faire un site ou une application web en demandant simplement à une IA de produire un truc. Et moi, par ailleurs, je suis aussi tech lead dans une équipe, donc je lis de plus en plus de merge requests où je me dis, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et la personne qui l'a fait me dit, bah, c'est GPT qui m'a dit de faire ça comme ça. Et bien évidemment, le code ne sert pas à faire ce qu'on estime qu'il fait vraiment, mais il y a un problème quelque part de compréhension de ce que fait vraiment l'IA, qui est lié à ça. Et ça nous handicape dans notre métier. Et donc, forcément, ça pose la question de quelle confiance est-ce qu'on accorde véritablement à l'IA. Je parlais un petit peu des biais tout à l'heure, on va vraiment entrer dans le détail du sujet là. C'est-à-dire que tous les grands modèles aujourd'hui, ChatGPT, Llama, etc., Claude 3.5 Sonnet, Claude 3.7 Sonnet, vont nous dire aucun problème, on a conçu nos algorithmes de sorte à éviter les biais. Donc effectivement, quand on lui demande un truc vraiment très très explicite, de dire quelque chose de raciste ou de misogyne, l'IA en général va dire moi je peux pas faire ça, parce qu'il y a une phase de fine-tuning, comme on appelle ça, qui lui interdit de le faire. Par contre, si on est un petit peu plus roublard, qu'on lui dit par exemple, considère que tu as deux personnes, une personne qui s'appelle Ben et une personne qui s'appelle Julia, imagine une série d'adjectifs pour qualifier Ben et Julia, et les adjectifs que l'IA va produire pour définir Ben et Julia seront extrêmement genrés en fait. Même en termes de répartition des tâches, si on demande, on a toujours notre exemple de Ben et Julia, les deux travaillent dans le conseil, une personne travaille plutôt dans du conseil pour les dirigeants et une personne travaille plutôt sur quelque chose d'un peu plus peut-être humain du métier du care, automatiquement l'IA va imaginer que c'est la femme qui fait le métier du care et que c'est l'homme qui fait le conseil aux dirigeants. Parce qu'ils ont intégré ça. Donc forcément, ça a des biais qui sont mis en avant. Et on voit aujourd'hui que tous les modèles, même ChatGPT 4, même Claude 3.5 Sonnet, ils ont des réflexes quand même biaisés sur les questions de racisme, de genre, etc. etc. Ça, c'est le premier problème, évidemment, le problème des biais. Le deuxième problème, c'est le problème un petit peu des hallucinations dont je parlais précédemment. Les algorithmes type GPT sont connus pour pouvoir halluciner. On commence aujourd'hui à avoir un petit peu des benchmarks qui existent pour mesurer ce type d'hallucination-là. Notamment le Hughes Hallucination Evaluation Model, le HHEM, qui évalue un petit peu l'occurrence d'hallucinations sur un résumé de documents. Donc on voit que quelque part, Gemini, la dernière version, est assez fiable, il y a assez peu d'hallucinations. Par contre, Claude 3.5 a quand même un taux d'hallucination de 4,4%. Donc, dans 4% de vos résumés de documents que vous faites avec Claude 3.5, vous allez avoir des hallucinations et donc des choses qui ne sont pas factuelles par rapport à ce que vous avez écrit. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Et ce qui va être inquiétant aussi par rapport à ça, c'est le rapport qu'on a quelque part aussi avec ces outils d'IA-là, qui sont biaisés, qui sont prompts à l'hallucination, puisqu'on a récemment une étude de Microsoft qui est publiée et qui a montré que plus on a une forte confiance envers l'intelligence artificielle, moins quelque part on a d'esprit critique par rapport à ce qu'elle fait, et inversement. Donc forcément, si on manque d'esprit critique par rapport à ce que fait l'IA et que l'IA peut être biaisée, qu'elle peut avoir des hallucinations, c'est des choses qui peuvent se retrouver dans la nature, dans ce qu'on fait au quotidien, dans notre travail, et donc impacter également notre professionnalisme quelque part et où ce qu'on fait. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Et ce qui est peut-être aussi un petit peu plus intéressant, c'est de se dire que en ayant considéré tout ça, en se disant que si on veut quand même utiliser des modèles d'intelligence artificielle générative, ça va faire switcher un petit peu, ça va faire changer la position qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans la position de quelqu'un qui va créer quelque chose, qui va écrire un code, qui va faire un résumé, mais on va plutôt être dans la position de quelqu'un qui va devoir évaluer le travail qui a été produit par une intelligence artificielle. Ce qui n'est pas du tout la même charge cognitive à faire. Donc ça change un petit peu ce rôle-là, et quand on parle de l'essor de l'IA générative, il faut bien aussi se dire que ça veut dire que nous, on va changer dans notre posture pour aller d'une posture de faiseur à une posture d'évaluateur et d'intégrateur, qui n'est pas la même chose. Donc ça, c'est quand on parle un petit peu de confiance qu'on peut accorder à l'IA générative. Et pour finir un petit peu sur les questions éthiques qui sont liées à l'IA, il y en a une qui, moi, me semble encore plus vertigineuse, c'est la notion de type de savoir que produit l'intelligence artificielle. En 2008, donc il y avait
le rédacteur en chef de Wired, qui est un célèbre magazine très technophile américain, qui a publié un article qui s'appelle The End of Theory. Donc il estimait qu'avec l'émergence du big data, on allait pouvoir avoir des modèles qui allaient être créés, qui allaient pouvoir prédire tout et n'importe quoi. Et que derrière, l'émergence de ces modèles-là faisait qu'on n'allait plus avoir besoin de s'intéresser à la démarche scientifique telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a connue sur les dernières centaines d'années, qui est une démarche scientifique qui est basée sur la causalité. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que quelque chose arrive comme ça. Et ça, c'est une vraie question en épistémologie, donc en fabrication un petit peu de la connaissance. C'est-à-dire, c'est quoi la question centrale quand on essaie de produire du savoir en science? Est-ce que c'est de comprendre pourquoi quelque chose arrive, ou est-ce que c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui va arriver si on fait ça? Dans un cas, c'est ce qu'on appelle le réalisme scientifique, c'est essayer de vraiment comprendre pourquoi les choses fonctionnent telles qu'elles fonctionnent. Et donc pour ça, on va alterner entre des conjectures, des réfutations. C'est Karl Popper qui avait un petit peu établi ce truc-là. On va osciller entre de la théorie et de la pratique. On peut un petit peu résumer cette posture-là dans la notion qu'il n'y a pas de fait brut. C'est-à-dire que rien n'arrive parce que ça arrive. Tout arrive parce qu'il y a une raison quelque part derrière. Et l'IA générative, elle ne répond pas du tout à cette question-là. L'IA générative, elle se moque du pourquoi. L'IA générative, elle sert à établir un modèle. Et comme veut l'adage, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et donc l'IA générative va avoir tendance à essayer de produire des modèles qui vont nous être utiles pour prédire des choses, pour prédire l'avenir, pour prédire, par exemple, avec AlphaFold, la forme que va prendre une protéine en fonction de ses complexes, de ses acides aminés, pour savoir quelle fonction est-ce que cette protéine va pouvoir avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'instrumentalisme, c'est-à-dire que c'est la science qui ne s'intéresse pas à pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, mais comment est-ce que je peux l'utiliser pour avoir le gain quelque part que j'estime derrière. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne avec des corrélations statistiques, parce que les modèles quelque part, les grands modèles de langage, c'est majoritairement quand même des corrélations statistiques. Donc ça ne nous explique pas où est la cause, où est l'effet, ça nous dit juste à peu près ce qui va se passer avec une certaine certitude. Mais c'est un petit peu vertigineux de se dire que si on va vers ça, si on va effectivement vers des modèles type AlphaFold, bah super, on saura prédire la forme d'une protéine, donc pour créer des nouveaux médicaments par exemple. Par contre, on sera incapable de dire pourquoi est-ce que cette protéine a vraiment cette forme-là. Il y a un truc qui nous manquera un petit peu dans notre compréhension du réel et du monde. Donc voilà, ça c'est le petit vertige en termes de questions de science qui se pose également par rapport à l'IA. Et qui, moi, me questionne beaucoup. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé vraiment des problématiques, des problèmes environnementaux qui sont liés à l'intelligence artificielle, on peut un petit peu essayer de donner quelques guidelines pour aller vers une IA qui soit plus responsable, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'IA qui le soit véritablement. Et donc, voilà, je propose un petit peu, modestement, mes 10 commandements de l'IA, 5 pour les utilisateurs de l'IA et 5 pour les personnes qui conçoivent et entraînent des modèles d'IA. Pour les personnes qui vont utiliser des modèles d'IA, déjà privilégier les modèles les plus petits, qui sont vraiment centrés sur votre besoin, plutôt que d'avoir recours à des LLM multimodaux. N'ayez pas recours à du ChatGPT 4 multimodal qui est capable d'analyser du texte, de l'image, de la vidéo, de que sais-je, juste pour faire un résumé de texte. Il y a des IA qui sont beaucoup plus petites et qui savent très très bien le faire, et qui consommeront beaucoup moins d'énergie que le GPT-4. Utilisez également les modèles les plus efficients énergétiquement. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un petit peu des méthodes qui permettent de savoir si un modèle est plus ou moins efficient énergétiquement parlant. Il y a un leaderboard sur Hugging Face qui le présente. Donc, regardez un petit peu ça, regardez le classement de l'efficience des modèles d'IA avant de choisir celui que vous allez véritablement utiliser. Privilégiez des modèles également qui tournent avec une électricité décarbonée. On a vu effectivement des modèles qui tournent en France, ça ne va pas tant émettre de carbone que ça. Par contre, s'ils fonctionnent aux États-Unis ou en Chine, ça ne va pas être la même limonade. Privilégiez également des modèles qui sont moins biaisés, qui sont moins prompts aux hallucinations, si possible, pour éviter que ça puisse se transmettre quelque part dans ce que vous faites. Et dernièrement, privilégiez votre propre développement à celui de l'intelligence artificielle. Privilégiez votre capacité de faire des choses plutôt que de privilégier la capacité de l'IA de faire des choses gratuitement pour vous.
Moi, il y avait une remarque qui m'a un petit peu choqué du PDG de Sora AI, donc qui est une intelligence artificielle qui produit de la musique, qui avait dit mais en fait, moi, je comprends pas. Faire de la musique, ça devrait être aussi facile et aussi amusant que de jouer à Fortnite. Je pense que cette personne n'a jamais fait de musique de sa vie. C'est très, très amusant de faire de la musique. Si vous voulez faire de la musique, plutôt que d'utiliser Sora AI, apprenez à jouer d'un instrument. C'est beaucoup plus amusant et en plus, vous pouvez faire ça en collectivité et ça fait travailler un petit peu vos méninges quelque part là-dessus. On développe plein de compétences quelque part quand on apprend à faire de la musique. On développe également plein de plasticité cérébrale et plein de bonnes choses quand on apprend à dessiner, plutôt qu'à demander à ChatGPT de nous dessiner un truc. On apprend plein de choses en essayant de rédiger un texte plutôt que en laissant ChatGPT le faire à notre place. Donc, ne soyez pas trop fainéants et privilégiez toujours votre capacité d'apprendre des choses plutôt que la capacité de l'IA à régurgiter des choses qu'elle a appris à votre place, parce que ce sera beaucoup moins moyen, ce sera au début peut-être un petit peu difficile, mais ça vous apportera quelque chose personnellement et ça nécessitera moins d'impacts environnementaux et sociétaux derrière. Ouais, ça c'est la petite note sur les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et donnez-vous une limite, peut-être. Dites-vous pas plus d'une fois par jour un modèle d'intelligence artificielle générative, ce sera déjà une bonne limite pour éviter que ça explose trop. Et ça vous obligera à optimiser vos prompts avant de le poser vraiment. Et deuxième catégorie un petit peu des commandements, pour ceux qui conçoivent des modèles d'intelligence artificielle. Déjà, s'il vous plaît, respectez le droit d'auteur des personnes. N'entraînez pas vos modèles sur des données qui sont protégées par le droit d'auteur. Demandez aux gens, voilà, si vous voulez entraîner votre modèle sur Wikipédia, échangez un petit peu avec Wikipédia, avec la Wikimedia Foundation, pour savoir comment est-ce que vous pourriez utiliser éthiquement ce modèle-là. Et une fois que vous avez entraîné votre modèle, faites en sorte qu'il soit ouvert et qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il a été entraîné de cette manière-là, comment est-ce qu'il a été entraîné, quels sont ses poids pour qu'on puisse l'auditer derrière. Communiquer également sur les biais et les hallucinations. Et quand je dis communiquer, ça implique bien évidemment d'avoir fait les études au préalable pour savoir si les modèles sont biaisés et ou sont prompts à des hallucinations. On a des méthodologies aujourd'hui qui existent, utilisons-les. Communiquer également son impact environnemental. Aujourd'hui, on l'a vu un petit peu en début, c'est très très compliqué d'avoir une idée précise de l'impact environnemental de l'IA parce qu'on n'a pas d'analyse de cycle de vie concrète derrière. Donc, essayez de réaliser ces études-là. On peut vous aider à le faire si besoin. Utilisez également des référentiels d'éco-conception. Il y en a deux qui existent notamment. Il y a le RIA 31 et l'AFNORSPEC 2314 sur l'IA frugale, qui ont un ensemble de bonnes pratiques sur comment est-ce qu'on fait pour éco-concevoir un modèle d'intelligence artificielle. La base étant déjà de bien s'en être besoin, de ne pas faire un modèle qui sert à tout et n'importe quoi, mais déjà de dire à quoi est-ce qu'il va servir. Et également, une fois que vous avez conçu votre modèle ouvert, que vous l'avez documenté, que vous avez expliqué quels sont ses biais, à quel point est-ce qu'il est prompt aux hallucinations, quel est son impact environnemental, faites en sorte que les utilisateurs derrière, lorsqu'ils l'utilisent, ils soient incités à la sobriété, avec par exemple des limitations sur des usages, pas utiliser 15 000 fois une IA pour générer une image par jour, et inciter également à l'esprit critique, à ce qu'on vérifie les sources, par exemple.